Voilà. Ok. Alors, je vais partager mon écran. Ok. Bon, super. Alors, donc on est parti sur le webinar sur PowerShell pour débutants. Juste faire un petit récap de ce qui nous attend ici. Et puis, je pense que les gens vont arriver au fur et à mesure sur la formation. Alors, donc, je vais me mettre en plein écran. Ici, je vais juste me mettre en mode présenteur, enfin en mode présent ici. Voilà, nickel. Ok, donc bienvenue à tous sur ce webinar pour PowerShell pour débutants. Donc on est le 27 août, 27 août. Oh, ça commence bien, j'essaie de le dire en anglais. Euh, donc j'habite à Malte depuis une semaine donc c'est vraiment au milieu de la Méditerranée. Et j'ai décidé d'offrir mes services en coaching, training, mais surtout, vous allez voir, hein, je propose des nouvelles façons de se traîner, et puis deux à trois fois par mois. Normalement, ça va être deux fois par mois. Je vais proposer des webinars gratuits d'information sur des technos qui sont complètement différentes. On va voir après la liste des webinars que je vais proposer. Et puis, ça serait super de vous voir à chaque fois sur les webinars. Enfin, si ça vous intéresse, effectivement, sur pas mal de techno. Alors, juste pour votre information, la boîte que j'ai créée s'appelle Fluctuation IT. On propose plusieurs types de prestats. Donc, on peut vous accompagner sur pas mal de choses. Donc, juste vous montrer un petit peu ce qu'on propose ici. Alors, je vais me connecter sur mon site. Voilà. Donc on propose, donc là on est donc plusieurs choses que je vais faire, c'est que je vais proposer en dehors de mes webinars, donc des live streaming, live sessions. Donc c'est des formations en fait compte qui vont être entièrement en ligne, qu'on appelle en IRL, donc in real life, donc des vraies formations. Et à ce titre, je vais donc le but c'est quoi? C'est qu'au lieu d'être sur une formation qui dure 5 jours, déjà, ce sera un workshop, ça va durer environ 2 jours. Donc, j'enverrai au fur et à mesure les prochaines formations, enfin les prochains workshops en streaming live, donc où vous me verrez moi ou d'autres formateurs. Et chaque mois, il y aura une formation, vous pourrez vous inscrire. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est du, euh, du Build Your Training. Dans la partie Build Your Training, le but, c'est par exemple, j'ai eu à faire une formation sur Skype for Business et des certificats. Le but, c'est que on crée les slides, enfin on crée le workshop par rapport à votre besoin, où j'ai la possibilité de complètement customiser les machines virtuelles, l'Active Directory, les users. Et puis, bah, vous avez vraiment un workshop qui est fait pour vous. Donc ça, c'est pas mal. Ça évite de tomber dans les formations de type catalogue, où là, finalement, vous avez pas mal de sujets peut-être qui vous intéressent pas forcément, et bien là, vous aurez vraiment une formation qui sera complètement spécialisée par rapport à votre besoin. Et puis il y a également des vidéos workshops. Donc ça, c'est des vidéos que je propose où vous pouvez vous former sur pas mal de techno, comme par exemple, bah voilà, PowerShell pour débutants, 2016 stockage et virtualisation, ou PowerShell Activity, ou alors même une formation PowerShell pour SCCM, donc System Center Configuration Manager. Ah, il y a Muller Laurent qui m'a envoyé un message. Juste 2 secondes. Oui, juste que je connecte plutôt, on voit sur IP. Hop là. Ouais. Il y a juste Muller qui m'a dit quoi? 2 minutes, hein. Laurent, donc là c'est bon. Donc il est connecté. Et puis j'ai... alors, attendez, je vais juste faire ça. Enlever ça. All. Hop là, 2 minutes, hein. Pas mute. Ici, je vais enlever ça. Et Laurent.
Mute. Alors, je sais pas, Laurent, est-ce que tu m'entends? Il y a deux Laurent qui sont arrivés. Il y a Laurent Garini et puis Laurent Muller. Juste m'envoyer un petit chat peut-être pour me dire que c'est bon. Et puis Lucas, je reviens tout de suite, hein, juste le temps de... Ah, ok. Donc c'est bon pour Laurent. Nickel, merci Laurent. Et puis Laurent Agarini, est-ce que tu m'entends? Tu me dis, tu m'envoies juste un petit message pour me dire que tu m'entends et puis c'est bon, hein. Ok, je pense que c'est... Ah, voilà. Je pense que c'est bon là. Laisse-moi voir. Laisse-moi voir les activités, le OCOC, Paul. Ah, j'ai pas de micro, pas de problème, pas de souci. Ok, donc je continue. J'étais en train de présenter un peu ce qu'on fait chez Fluctuation IT. Donc j'ai juste un petit récap pour revenir dessus. C'est hop là, je vais revenir sur. Voilà, donc on fait je fais du live streaming en IRL, donc in real life tuning. C'est vraiment des formations en live au lieu de durer 5 jours, qui vont durer 2 jours. Donc ça, c'est des formations qui seront que je vais proposer à partir de septembre. Des vidéos workshops, donc ça, c'est des formations complètes sur que vous pouvez louer ou acheter. Donc vous pouvez soit louer la formation qui vous intéresse. Par exemple, là, il y a une formation sur 2016 stockage et virtualisation. Et si on va dessus sur cette formation-là, enfin sur ce workshop, ben, si je descends vers le bas, ici, donc voilà, donc c'est un cours qui dure environ 12 heures sur justement 2016. Et si je vais vers le bas, que je vous montre un petit peu des exemples de vidéos, en fin de compte pour avoir le workshop complet plutôt. Donc là, vous voyez, par exemple, si je clique dessus, là-dessus, là vous avez accès par exemple au cours complet. Donc c'est vrai que l'avantage, moi, mon but, c'est de proposer des formations sur tout type de médias, hein, que ce soit des formations en live ou que ça soit ou des formations que vous pouvez enregistrer vous-même, hein. Donc voilà, donc, il y a pas mal de possibilités. Et puis là, par exemple, vous avez un cours complet de 12 heures, voilà, sur Windows, donc vous pouvez soit louer, soit acheter. Et puis là, il y a les différents modules que vous avez dessus. Voilà, donc là, par exemple, la formation complète coûte 190 francs suisses, ou si vous voulez l'acheter complète, 250, ou alors vous pouvez prendre que le module qui vous intéresse. Voilà. Donc ça, c'est une petite info par rapport à Fluctuation IT. Pour ceux qui sont arrivés il y a pas longtemps, sachez que maintenant j'habite à Malte, une petite île au milieu de la Méditerranée, super belle, où là donc je fais mes formations et puis je suis une semaine par mois en Suisse pour continuer à suivre mes clients sur place. Alors là, on est parti sur la formation, sur la webinar. Donc le but du webinar, vous avez compris, c'est de vous proposer une fois par mois des comment dire des webinars, c'est-à-dire des présentations des nouvelles techno ou des thématiques. Donc je proposerai un ensemble de thèmes qui pourraient vous intéresser, et puis on fera une votation pour voir voilà ceux qui vous intéressent le plus. En tout cas, il faut savoir que pour l'instant, le premier webinaire, si vous allez suivre, qui est le webinaire donc PowerShell pour débutants, je vous ai envoyé un lien vers des machines virtuelles. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais comme vous voulez, c'est des machines virtuelles que j'ai créées sur Azure. En tout cas, il faut savoir que les prochains webinaires, il y aura 2016 et nouveautés, Windows 2019 premier pas, ah oui, parce que donc le nouvel OS va arriver bientôt. Pareil, un webinar sur Office 365, sur Azure, sur Skype for Business, sur la sécurité. Donc pas mal de choses qui vont arriver bientôt, je vous enverrai ça par mail. Alors, donc je vous propose, c'est que je vous montre un petit peu ce qui vous attend sur ce webinar. Donc la première chose qu'on va voir, c'est qu'est-ce que c'est que PowerShell. Donc c'est quoi PowerShell? Ensuite, on va voir la syntaxe d'une commande. On va voir ce que c'est qu'un module PowerShell. On verra comment exécuter des commandes sur d'autres ordinateurs à distance. Il peut comment créer de simples scripts. Donc ça c'est intéressant parce que ça vous donne une idée un petit peu de ce que vous pouvez faire sur PowerShell. Alors je vais juste hop là, pause. Ouais, non. Alors parmi vous quatre, parmi Laurent,
donc Lucas, donc les deux Laurent et Lucas. Je voulais juste savoir si vous connaissez un petit peu PowerShell. En tout cas, sur une échelle de 1 à 10, 1, je suis nul, comme on a tous été un jour, et 10, je suis expert. Alors, si vous pouvez m'envoyer un petit chat et me dire à Laurent 1. Bon, au moins c'est clair, hein. Donc là, il y a de quoi faire. Et puis, ouais, Lucas, d'accord. 2, 2. Ok, donc on est entre 1 et 2. Bon, ben voilà. Alors, faut savoir qu'aujourd'hui, PowerShell, c'est vraiment un langage de scripting. Donc, juste pour vous, je vais juste lancer ce petit slide sur c'est quoi PowerShell. Alors, donc je vais lancer ici un petit slide sur PowerShell. Qu'est-ce que c'est que PowerShell? Voilà. Voilà. Ce qu'il m'a dit sur le ping. Oh, ben, je verrai après s'il y a des petits problèmes techniques dessus pour se connecter. On verra juste après sur les labs, hein. Ok. Alors, déjà, PowerShell, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il me dit? Ouais, j'ai pas de micro, je sais, y a pas de souci. Ah, ok, ping. Bon, je verrai après sur la partie RDP, ça on verra après, hein. Alors, au niveau PowerShell, donc PowerShell est disponible sur toutes les versions de Windows, que ce soit Windows 7, Windows 8, Windows 10. C'est un langage de scripting, donc d'automatisation, qui a été étudié pour les gens de l'IT. Il faut bien comprendre ça, hein. C'est que si vous savez ce que c'est qu'un serveur DNS, si vous savez ce que c'est qu'un serveur 2016, si vous savez ce que c'est que Windows 10, vous allez voir que c'est des petites commandes qui sont super simples. Donc c'est disponible sur toutes les versions de Windows. Il existe plusieurs versions de PowerShell, je vais vous montrer ça juste après. Et c'est un langage interprété, c'est-à-dire c'est pas un langage qu'on peut compiler, hein. C'est pas comme du C# ou du Python ou d'autres langages. En tout cas, c'est un langage qui est interprété. Ça veut dire que pour avoir PowerShell, enfin, pour pouvoir faire du script ou lancer des commandes dans PowerShell, il vous faut avoir évidemment PowerShell. Et puis ça commence par un verbe, c'est ce qu'on va voir après au niveau de la syntaxe. Alors, je vais juste vous montrer un petit peu si vous voulez voilà, faire des tests par la suite. Il faut savoir que les machines virtuelles, vous avez à dispo après le webinaire pendant 5 jours, donc vous pouvez jouer avec. La seule chose que vous devez savoir, c'est que les machines virtuelles, je les arrête tous les soirs vers 19h, puisque le but de Azure, puisque le but c'est que là je vous ai mis toutes les machines virtuelles sur Azure. Donc si vous voulez, à part ceux qui se sont connectés ce matin, puisque Laurent s'est connecté ce matin, donc normalement les machines virtuelles je les crée un petit peu à l'avance, mais vous avez une liste de machines virtuelles sur lesquelles vous pouvez vous connecter et faire des petits tests. La chose que vous pouvez pas faire sur les machines virtuelles, c'est euh, lancer des commandes à distance sur d'autres machines virtuelles, parce que pour l'instant j'en ai mis qu'une seule, donc là c'est évident. Juste pour votre info, si vous voulez connecter sur une machine virtuelle, je vous ai envoyé par mail l'adresse IP et puis vos logins et vos mots de passe. Donc là par exemple si je vais sur le serveur ici DC6, hein, vous allez voir plus tard, enfin vous avez juste à l'envoyer, si vous avez des questions vous n'hésiterez pas après de me les poser. Donc par exemple là, il y a une adresse IP qui est 104.40.139.149. Donc le but c'est lancer un RDP, hein, donc lancer ici un remote connection. Excusez-moi, hop là, voilà, un remote desktop. Tapez l'adresse IP que je vous ai donnée ici. Donc par exemple si je prends celle-ci, c'est peut-être celle que j'ai envoyée à Laurent, je pense, enfin je suis pas certain, on verra après. Et si je fais connect ici, voilà, vous pouvez pas la pinguer, vous pouvez que l'avoir en RDP. Et puis là, il suffit de rentrer ce que je vous ai envoyé par mail pour ceux qui sont enregistrés à la formation la semaine dernière, enfin au webinar. Et là, vous devez taper ici en username fluctuation, vous voyez, fluctuation avec F majuscule. Euh, et après, merci Laurent de m'avoir confirmé que ton RDP est bon. Et ensuite ici, le mot de passe que vous devez taper, c'est Fluctuation IT2, vous voyez. Et si je fais OK, voilà, je me connecte sur une machine. Et là, vous pouvez vous amuser à faire quelques petits tests sur ce qu'on va voir maintenant. Alors, donc je reviens à c'est quoi PowerShell, juste me connecter sur une machine. Donc ici, je suis sur un serveur. Hein, donc ce serveur-là, c'est un serveur Windows 2016. Et puis, pour accéder en fait compte à PowerShell,
vous avez plusieurs solutions pour accéder à PowerShell. Vous cliquez sur le menu en bas et puis là vous pouvez taper directement ici PowerShell, donc P-O-W-E-R ici. Alors je vous donnerai un petit exo à faire après, vous pouvez même le faire après la formation, hein. Le but du webinar c'est vraiment ça, c'est voilà, de suivre un petit peu ça pendant jusqu'à 11h30, tant faire un, voilà, chaque personne va pouvoir lancer quelques commandes, mais surtout vous accédez à ces machines virtuelles encore pendant 5 jours, hein. Donc là c'est quand même pratique. Ok, qu'est-ce que j'ai comme message, Laurent? Ouais, c'est bon. Donc ici, quand vous tapez ici PowerShell en bas, vous avez le PowerShell texte et le PowerShell graphique. Alors quand je lance ici le PowerShell normal, j'arrive sur cet écran-là. Voilà. Et vous voyez, j'arrive sur cette fenêtre-là où il y a marqué PowerShell. La plupart du temps, vous devez être en mode administrateur pour lancer des commandes, parce que ben voilà, vous n'avez pas le droit de lancer toutes les commandes que vous voulez. Ici, je suis donc en mode texte. Et je peux par exemple taper get-process. Si je tape un get-process, il va m'afficher la liste de tous mes process qui tournent. Alors un peu comme dans Linux où je tape PS, hein. Alors, je sais pas si PS fonctionne. Voilà, PS fonctionne, vous avez vu. Donc pour ceux qui viennent de Linux, comme par exemple on a Laurent Garini qui est voilà, qui est un pro sur Linux, n'est-ce pas Laurent, hein? Donc qui fait ça depuis très longtemps. Donc ça c'est la partie en fait compte la partie PowerShell texte. Ensuite, si je clique là-dessus, je tape PowerShell, j'ai le PowerShell graphique ISE. Donc ici, vous voyez que vous avez, dès que vous n'avez pas entre parenthèses i86, c'est que forcément c'est 64 bits, hein. Donc si je lance ici le PowerShell ISE, là j'arrive sur un PowerShell graphique. Donc très pratique pour commencer à faire vos scripts. Donc là on verra le dernier module du webinar, c'est la création de scripts. Donc vous voyez ici, là c'est quand même beaucoup plus sympa. Donc par exemple si je fais un get, vous voyez tirer quelque chose, là j'ai toutes les commandes qui apparaissent, hein. Par exemple get service, ça me donne une liste de tous mes services qui tournent, hein, les services. Et si ici donc je lance ma sélection, je fais run selection ou je lance mon script, je fais run script. Donc là si je fais get service, il me donne la liste de mes services qui tournent. Alors, au niveau des versions de PowerShell, vous devez savoir que actuellement, la dernière version qu'on a, donc pour avoir la version, c'est get-host. Et là, hop là, excusez-moi, get-host, on est dans la version 5.1. La version 5.1, c'est la dernière version qu'on a sur Windows 2016. Alors, il faut savoir une chose, c'est que vous savez tous que il y a que Windows 2016 et Windows 10, maintenant, on a des notions de build. Euh, donc, si je vais par exemple sur ma machine Windows 2016, je vais sur Système, et dans Système en bas j'ai About, et là par exemple je suis dans la bulle 16.07. Il faut savoir que Windows 2016 change, on a ensuite la bulle 17.03, donc comme 2017 mars, 17.09, et puis la dernière c'est la 18.03. Donc pareil au niveau, donc là il se peut qu'effectivement votre version de PowerShell change. Alors, ici, je suis donc sur un serveur, et puis quand vous voulez commencer à lancer effectivement des commandes PowerShell, eh bien c'est très simple puisque PowerShell, le but de PowerShell, c'est de pouvoir récupérer des informations. Donc, bon, déjà les commandes classiques fonctionnent comme CLS, donc forcément c'est des commandes pour effacer l'écran. La même chose c'est clear screen, hein, puisque quand je fais alors, pardon, excusez-moi, 2 minutes, si je fais un get alias de CLS, vous avez vu que la vraie commande PowerShell c'est clear host. Donc là, ils ont mis du CLS, pourquoi? Parce que pour les gens qui faisaient du CMD avant, qui avaient l'habitude d'administrer un serveur et de lancer des commandes du type CMD, voilà, donc là j'ai CLS, évidemment. Donc si vous avez l'habitude de faire des copies ou des mkdir pour créer des répertoires, ben, c'est la même chose, sauf que tout a été rapatrié en PowerShell. Donc ici, pareil, si je fais mkdir pour créer un répertoire ici que j'appelle test, vous voyez que le répertoire a été créé. Par contre, si je fais un get alias de mkdir, je ne sais pas si on existe, non, il n'y a pas d'alias de mkdir, mais si je fais md, voilà. Donc vous voyez que ben, md, c'est un alias de mkdir. Donc il n'y a pas d'alias réellement pour mkdir, alors que si je fais ici un CLS,
Si j'efface mon écran, si je fais CLS ici, bah, CLS n'existe pas en tant que tel, puisque comme je vous avais dit, si je fais un get alias de CLS, c'est clear host. Donc on a plusieurs versions, donc on lance PowerShell. À partir de là, eh bien, vous devez commencer à voilà, chercher les différentes commandes qui existent. Alors, par exemple, j'ai besoin d'avoir la liste de mes répertoires. Normalement, vous faites dir ou ls sous Linux. Par contre, sous PowerShell, je peux également faire un get de child item. Quand vous faites ça, un get de child item, vous avez la même chose que dir, sauf que c'est une commande PowerShell. Si vous voulez avoir la liste de toutes vos commandes PowerShell, si vous tapez get command, en faisant ça, vous allez avoir la liste de toutes vos commandes PowerShell. Donc là, c'est évident que vous en avez beaucoup. Euh, ouais, exactement, Laurent. Bonne remarque. Donc, en tapant get command, ici, j'ai la liste de toutes mes commandes. Donc, effectivement, j'en ai beaucoup. Donc, le but, quand vous faites là, je suis sur un serveur. Donc, quand vous êtes sur un serveur, évidemment, votre but, c'est de vous dire, bah, ok, sur un serveur, j'ai besoin d'installer, j'ai besoin de gérer des rôles sur un serveur. Donc, ouais, tout à fait, Laurent. Ouais. Donc, ici, si vous avez l'habitude de gérer un serveur, d'habitude, quand vous gérez un serveur, vous faites comment? Ben, vous allez avec Server Manager. Je pense que si vous connaissez Windows 2012, bon, ça c'est la nouveauté sur 2016, mais en tout cas, c'est assez similaire. Donc vous voyez que par exemple, là je suis sur un serveur. Sur un serveur, j'ai le nom de mon ordinateur, est-ce qu'il appartient à un domaine, est-ce que le firewall est en route, donc ça c'est quelque chose de graphique. Pareil, sur un serveur, j'ai des rôles. Donc par exemple là, j'ai le rôle 2IS pour héberger un site web. J'ai le rôle WSUS qui permet de faire des updates, hein, des updates Microsoft, et le rôle File and Storage. Donc ça veut dire que le PowerShell vous permet de faire la même chose, mais en commande en ligne. Donc si je reviens ici sur ma fenêtre ici, je vais ouvrir l'autre que j'ai ouvert tout à l'heure. 2 minutes. Je reviens sur mon serveur. Voilà. Donc ici, j'ai besoin d'avoir par exemple toutes les rôles qui sont installés sur un serveur. Ben, je peux faire un get Windows Future. Quand je fais un get Windows Feature ici, il me donne tous les rôles qui sont installés et tous ceux qui ne sont pas installés. Donc effectivement, là, je peux voir si je dois manager, si votre but, c'est, votre boulot, c'est d'installer des serveurs. Ben, je pense que vous savez de quoi je parle là. Et à chaque fois qu'il y a une croix, c'est que c'est installé. Donc si je veux avoir que effectivement les rôles qui sont installés, je vais pouvoir utiliser du pipe. Alors pipe, c'est quelque chose de très important puisque ça permet de combiner deux commandes ensemble, d'enchaîner des commandes. Donc là, par exemple, si je fais where installed, j'ai que effectivement les rôles et les futurs qui sont installés. Et c'est exactement la même chose que si j'allais ici dans Server Manager et que je vais dans Add Role and Futures. Et puis quand je fais ça, dans ma sélection ici, je peux voir tous mes rôles qui sont installés. Vous voyez, je vois ça c'est installé. Donc effectivement, c'est beaucoup plus simple quand même de le faire en PowerShell, surtout si vous devez le faire à distance. Donc ici, je vois avec une croix tous les rôles qui sont installés. Donc, PowerShell, on voit que je peux faire des get, donc je peux aller faire ici get alias, get des app locker policies, donc ça c'est des choses propres à Windows. Je peux aussi faire get SMB share pour avoir la liste de mes partages Windows. Vous voyez, un peu comme vous faisiez avec du net share avec la commande net. Donc ici, par exemple, j'ai la liste de toutes mes commandes, enfin, tous mes partages Windows ici, avec le nom des partages ici qui apparaissent ici. Alors je vais juste faire en sorte que vous voyez un peu mieux. Voilà, on va se mettre en plein écran. Voilà. Donc, vous avez du get, mais évidemment, vous n'avez pas que ça. Vous avez forcément autre chose. Donc, vous avez par exemple du remove. Par exemple, je peux supprimer un répertoire. Je peux faire un remove de tout ce que vous avez ici. Donc si vous voulez voir en fait compte
tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous pouvez enlever avec un remove. Si ici après le tiret je fais CTRL espace, il me demande est-ce que tu vas afficher toutes les commandes qui commencent par remove. Donc je peux enlever une carte réseau, je peux enlever une règle dans mon pare-feu, je peux enlever un module, enfin je peux faire énormément de choses. Pareil, vous avez toutes les commandes. Oui, je vais finir sur le pipe, tout à fait. On va le voir juste après le pipe. Laurent qui me dit n'oublie pas le pipe. Oui chef, j'oublierai pas le pipe. Donc j'étais donc sur toutes les commandes, donc je peux avoir toutes les commandes qui commencent par get, toutes les commandes qui commencent par new, vous voyez, donc new alias, et donc une commande PowerShell commence donc par un verbe. Donc un verbe, évidemment, ce qui est très important, c'est que je fais un get verbe, et là maintenant, vous voyez concrètement qu'une commande PowerShell peut commencer par tous ces verbes. Donc ça peut commencer par, ça peut être, attendez, je vais mettre un peu mieux, je vais juste rétrécir, attends, je vais rétrécir ça, pour que ce soit plus clair pour tout le monde. On va se mettre comme ça là. Hop là. Voilà, c'est mieux. Donc maintenant, une commande PowerShell peut commencer par un debug, par un mesure, par un ping, par un test, etc. Alors, au niveau du pipe, justement, je vais en parler, puisque ça, c'est important. Donc, imaginons que vous faites un get process. Okay, là, vous avez un get process. Get process vous donne la liste de tous les process qui tournent. Vous avez remarqué que quand vous faites un get process, il vous donne un certain nombre de propriétés ici. Donc ça, c'est les propriétés que vous pouvez afficher. Donc imaginons qu'après le get process, je voudrais, par exemple, faire un pipe et puis passer la commande à une autre commande. Exemple, je voudrais aller créer un fichier texte et avec la liste de mes process. Eh bien, vu que dans get process, si vous faites un tiret contrôle espace, vous voyez que là-dedans, il n'y a pas de notion de fichier. Donc ça veut dire que je ne peux pas prendre la liste de mes process et les mettre dans un fichier. Donc je suis obligé de faire un pipe et d'aller exécuter une deuxième commande. Par exemple, je peux faire outFile. Quand je fais outFile et je fais un tiret contrôle espace, il me donne tous les paramètres de outFile. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement de pouvoir sauvegarder ça, par exemple sur ces deux points backslash, et je vais l'appeler liste des process. Voilà. Liste process. Donc le pipe, c'est très 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 important. Donc, si un jour vous suivez la formation, le workshop qui dure 2 jours sur PowerShell, où là on voit tout PowerShell, on voit du PowerShell de A à Z, là on verra justement ces informations, ou alors l'autre workshop sur tout ce qui est tool making, donc là on va beaucoup plus loin. Donc là, si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il vient de me prendre la liste de mes process et il a pipé à ça. C'est-à-dire que maintenant, si je fais par exemple un notepad et je vais ici sur ces deux points backslash list process, vous voyez que maintenant, hop là, sauf que j'ai mis $, ça va pas, enfin j'ai mis ce signe là, là maintenant j'ai ma liste de mes process. Un pipe sert également à sortir les informations que vous avez besoin. Donc, exemple, ici, si je fais un get process, vous avez remarqué que il y a plusieurs infos en sortie. Donc imaginons que vous avez besoin dans get process que du ID et du process name. Dans ce cas-là, je vais pouvoir faire un get process et me le dire, s'il te plaît, sélectionne-moi que l'ID et le process name. Si je fais ça, vous voyez que du coup, il m'a sélectionné que ces deux informations. Donc, je fais un select. Évidemment, quand vous faites un pipe, vous pouvez aussi faire après le get process un where. Ça, c'est intéressant. Exemple, je fais un get service. Quand je fais un get service, je peux faire sélectionne-moi le nom du service et le statut du service. Et là, quand je fais select name, je peux lui dire en plus, je voudrais uniquement les services, donc where, qui sont démarrés. Donc je fais sors-moi la liste des services. Je pense que pour tout le monde un service, vous savez ce que c'est évidemment, j'espère. Hein. Et là, je peux faire equal. Et là, je mets running.
Quand je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Je pense que vous avez compris. Il me prend la liste de tous mes services, il me sélectionne uniquement le champ nom et statut. Mais là, et là, surtout, je peux faire un where statut égale running. Donc si je fais ça, et que après je fais un autre pipe encore, donc je peux enchaîner autant de pipes que je veux, et je voudrais mettre ça dans un fichier texte. Donc on va mettre service.txt. Et bien maintenant, voilà, il a fait son boulot. Si je vais voir le contenu de mon service txt, pour voir le contenu, je peux faire un cat service.txt, vous voyez, ou je peux faire un notepad pour vraiment pouvoir le voir d'une façon un peu mieux. Un grep. Alors ça, Laurent, on verra après. Alors je vois que Laurent, il me pose plein de questions. Ça reste vraiment le webinar. Par contre, après, je vous enverrai un lien justement vers un workshop que je vais créer qui dure une journée. Où là, ça sera un workshop donc payant, mais évidemment avec un prix relativement bas, rien à voir avec des formations traditionnelles. Donc là, on pourra voir tout ça, hein, Laurent. Désolé, mais il faut que j'avance sur ce petit webinar. Mais je comprends très bien tes besoins, Laurent. Hein. D'accord? Oui, il y a tout à fait. Il suffit de faire un find string. Donc par exemple, vous pouvez faire un pipe. Donc la question de Laurent, c'est je peux faire un get process et là, je peux faire un find string. Find string, c'est la même chose que justement ici ton find string ici. Ou alors tu peux faire après tu peux faire un find. Voilà. Vraiment, tu dois pouvoir voilà, find scripts, tu dois pouvoir le faire. Mais sinon, tu as aussi, euh, alors c'est quoi? Ça doit être du find string. Bon, voilà. En tout cas, tu peux faire facilement ce genre de choses. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Au niveau du grep, il n'y a pas de problème. Alors, juste que je répète, donc une syntaxe d'une commande PowerShell, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, on va juste revoir ça sur le module 2, justement. C'est la syntaxe d'une commande. Après, à la fin, effectivement, je répondrai à vos questions ou pourquoi pas le genre de questions de Laurent que tu m'as posé justement sur comment faire un search, un web. Hein. Mais ça, je vous dis, ça c'est vraiment le but du webinaire, c'est vraiment de vous donner une information un peu globale sur les nouvelles technos qu'on a. Donc là, la syntaxe d'une commande, qu'on soit bien d'accord tous sur une commande. La syntaxe d'une commande, c'est donc un verbe plus une commande plus les paramètres plus les valeurs. Exemple. Dans la commande juste en dessous, vous avez get child item, donc c'est un dire. Le pass, c'est un paramètre. Et cwindows log, ça c'est les valeurs. Là, je lui dis donne-moi tout ce qu'il y a dans Windows log. Tu m'inclus tous les fichiers txt et tu m'exclus évidemment tout ce qui commence par A étoile. Donc pour afficher les paramètres en mode texte, on fait verbe plus la commande, CTRL espace. Exemple, on va revenir sur notre lab. Donc la syntaxe d'une commande, on va la voir tout de suite. Donc ici, on va imaginer que je fais un get event log. Alors get event log, pour tous ceux qui savent ce que c'est le get event log, le get event log, évidemment, moi je vous en parle, mais si vous savez pas ça, alors là, ça va pas aller du tout, là, hein, on va pas être amis. Non, vous savez tout ce que c'est évidemment. Get event log, c'est le log viewer, hein, event viewer. Alors là, en PowerShell, c'est évidemment top pour pouvoir faire des recherches très poussées sur tout ce que vous avez là-dedans. Bon, ok. Donc get event log, on va voir un peu la syntaxe d'une commande. Donc get event log, get c'est le verbe, event log c'est la commande, et ensuite je fais tiret. En faisant tiret, si je fais control space, il me donne tous les paramètres de la commande log name. Donc j'ai le nom du log, le computer name, puisque évidemment ce qui est top, c'est que vous allez pouvoir lancer des commandes sur n'importe quel type d'ordinateur à distance de votre poste. Petite info, alors je le dis surtout pour Laurent, mais peut-être que les autres le font, PowerShell fonctionne sur Linux et sur Unix, parce que donc ça a été mis en place depuis au moins un an. Donc là, si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours taper PowerShell pour Linux. Là, on est sur PowerShell pour Windows. Donc on a ici le get event log computer name. Ça peut être les dernières commandes ici. Donc vous voyez ici les dernières commandes, after, before, au niveau du date, etc. Donc
Oui, je t'ai démasqué, Laurent. Eh oui. Donc, get event log, ici, je vais lui dire, par exemple, donne-moi le nom du log. Donc, ici, si je fais log name, oui, c'est pour Linux que je suis là. Oui, mais alors là, il y aura un autre workshop sur Linux, sur workshop pour Linux. Donc, quand je fais maintenant tabulation, regardez comme c'est génial. Quand je fais tabulation, il me propose les différents logs ici. Donc, vous voyez, si je prends mon log, un peu comme si j'allais ici, hein, et je vais dans Windows Log, vous voyez, par exemple mon log système, ici système. Si je fais système, je vais lui demander de m'afficher les dernières 10 lignes. Donc quand vous faites ça, il vous affiche derrière 10 lignes. Donc ça veut dire quoi? Que là, c'est mon verbe, ma commande. Là, c'est un paramètre. Là, c'est une valeur. Là, c'est un paramètre. Là, c'est une valeur. Je peux également, par exemple, lui dire, donne-moi, dans mon log, par exemple, système, donne-moi tous les ID qui se terminent par 7036, 7036. Ok. Donc 7036. Alors, 7036. Donc ça sera 7036. Ok. Alors, petite info, je voulais juste savoir qui actuellement est connecté sur une machine virtuelle. Alors, si vous êtes connecté à ce webinar ce matin, vous n'avez pas de machine virtuelle. Je vous enverrai une à la rigueur par mail, hein. Donc, qu'est-ce qu'il m'a dit? Alors, je vais retourner sur le chat pour voir. Alors, ah non, non, non. Alors, oui, on va voir ça. Alors, je sais pas si, par exemple, non, je t'ai pas envoyé, Laurent, hein. Par contre, ah si, Laurent Muller, est-ce que je t'ai envoyé ce matin, enfin, tu as reçu peut-être un lien vers la machine virtuelle ou pas? Ah, ok. Est-ce que tu es connecté dessus sur la machine virtuelle, Laurent, par hasard? Juste savoir si tu es connecté ou pas. Non, ok, c'est pas grave. Pas de souci. Euh, Ah, le RDP doit être filtré par le firewall. Ok, c'est pas grave, Laurent. Ok, c'est pas grave. Bon ben, ah, j'ai les pare-feux. Pas de souci. Ok. Alors, ben, je vais vous montrer. Donc la question est la suivante. Est-ce que vous allez pouvoir me dire? Donc ça, c'est la question du jour. Donc vous aurez à gagner quoi? Ben, si vous venez à Malte, je vous fais visiter la plus belle plage de Malte. Je vous montrerai quelques photos après, hein. Alors, donc voici la question. J'ai besoin, avec cette commande-là, d'afficher en fait compte tous les events de type 7036. Alors je vous laisse essayer de deviner quelle est la commande que je dois taper. Donc après cette commande-là, qu'est-ce que je dois taper pour avoir tous les events de type 7036? Alors qui répond en premier? Qu'est-ce que je ferai à la fin? Est-ce que vous avez une idée de ce que je dois rajouter à la fin pour n'afficher que les event ID de type 7036? Ah, alors Laurent, il me dit qu'il faut rajouter -instant ID. Alors voyons voir si tu as raison. Alors dans ce cas-là, on va faire CTRL espace. Ah, instant ID. Alors, c'est pas ça. Pourquoi? Parce que l'instant ID, c'est ce que tu vois ici, là, instant ID. Alors que moi, je suis intéressé par l'event ID. Tu vois là? Par exemple, ça c'est l'event ID 7036 ou 93, tu vois. Donc t'étais pas loin, c'est pas mal. Donc tu auras une demi-visite de la plage, hein, tu n'auras pas la visite complète. Alors donc là, je sais pas si vous voyez, c'est qu'on n'a pas event ID là-dedans. Vous voyez, on n'a pas event ID là-dedans. Donc ça veut dire que si je voudrais faire la chose suivante, c'est faire en sorte, alors on va enlever 10, hein, de m'afficher tous les event ID. Et bien là, on est obligé de passer par un pipe, de faire un where. Alors pour votre info, on peut faire un where comme ça ou un where comme ça, hein. C'est la même chose, hein. Donc where, et là je mets event ID equal, et là je lui mets l'ID. Vous voyez que l'instant ID n'a rien à voir avec l'event ID. Bon ça c'est, mais vous allez me dire comment savoir. Mais franchement, si vous connaissez le journal d'événements, normalement vous savez ce que c'est, hein. Vous l'utilisez tous les jours. Donc là on va afficher par exemple tous ceux qui se terminent par 7036. Ok, let's go.
Donc on fait 70-36. Voilà. Et là, hop là, sauf qu'effectivement, c'est normal, puisque 70-36. Voilà. Hop là, qu'est-ce qui me... Ah oui, New West. Excusez-moi, il fallait enlever ça, j'ai pas mis de valeur, donc c'était bon. Et voilà, 70-36. Donc là, il m'affiche tous les event ID de type 70-36. Alors maintenant, si je veux savoir le nombre d'events qui correspond à ça, à votre avis, comment je fais? Est-ce que vous avez une idée de comment je peux faire pour maintenant qu'il m'affiche le nombre d'events de type 70-36? Alors, ça serait bien que les autres puissent répondre peut-être. Laurent, est-ce que tu as Laurent Muller, est-ce que tu as une idée? Ou Lucas? Comment est-ce que je pourrais faire pour avoir le nombre d'events de type 70-36? Aucune idée, Laurent. Lucas? Non, c'est pas WC. T'as mis quoi, WC tiret? Ouais, j'ai pas vraiment vu ça. LOL, ouais, bon. Alors, regardez comment il faut faire. Ici, je voudrais avoir le nombre. Donc, forcément, je vais devoir faire un autre pipe. Et là, vous avez une commande qui s'appelle Measure Object. Et si je tape Measure Object et que je fais entrer, là, il me dit qu'il y a 1400 events de type 70-36. Alors, comment je le sais? Parce que forcément, j'ai suivi une formation PowerShell, initiation. Hein, donc, c'est un workshop initiation qui dure 2 jours en plusieurs matinées. Parce que le but, vous avez compris que quand on fait un workshop comme ça ou un webinar, faut pas que ce soit plus de 2 heures, par exemple, un matin ou une après-midi. Hein. C'est quand même le but. Hein. Mais en tout cas, si donc là, vous avez une commande complète qui me dit le nombre d'objets qu'il y a ici. Alors, juste pour votre information, pour terminer quelque chose de très important. Alors, regardez. Je vais retourner sur Gantt Eventlog Log Name System. Je vais prendre les dernières 2 lignes. Bon. Vous avez remarqué que quand vous faites une commande de type get event log, ici, vous avez le index, le time, entry type, source, instant ID et message. Alors, je vous posais une question. Est-ce que, à votre avis, vous n'avez que ça comme propriété? Ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que vous n'avez pas plus que ça, à votre avis? Question. Est-ce que vous avez une idée de quand j'affiche ça, est-ce que c'est normal? Enfin, est-ce que vous pensez qu'il n'y a que ça comme valeur qui peut m'afficher? Bon, alors, je réponds à votre place. La question, c'est que non, il y en a beaucoup plus. En fait, compte, vous avez une commande qui s'appelle gm, qui veut dire get member, et quand vous faites ça, eh bien là, il vous affiche toutes les propriétés disponibles. Oh pardon, excusez-moi, toutes les propriétés disponibles ici. Et ensuite, toutes les méthodes. Donc, c'est vraiment du .NET tout ça. Hein. Ceux qui ont déjà fait du .NET, peut-être que c'est plus... voilà. Et toutes les méthodes ici. Donc, ça veut dire que pour les event logs, je peux afficher l'event ID, l'heure à laquelle ça a été généré, le source, le site, le machine name, etc. etc. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est le get member. Par exemple, si je fais un get service, et si je tape get member, il va m'afficher toutes les propriétés d'un service. Alors un service, ça peut être démarré, un service, ça peut être arrêté. Et les méthodes, c'est qu'est-ce que je peux faire sur un service. Je peux arrêter un service, je peux faire un start d'un service, je peux faire un pause d'un service. Donc le get member, c'est vraiment une information qui me donne toutes les propriétés et ce que je peux faire. Exemple, si je fais get date et que je fais un get member ici, il va me dire que les propriétés d'une date, c'est quoi? Le day of week, day of year, le minute, le month, le time of day. Et en méthode, qu'est-ce que je peux faire en méthode? À mon avis, je vais pouvoir ajouter des mois, par exemple. Je vais pouvoir ajouter des minutes, ajouter des heures. Ça, c'est le get member, c'est vraiment la base de PowerShell. Ok. Alors, on va continuer sur le reste. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est qu'un module PowerShell. Donc, ça, c'est la base également de ce qu'il faut savoir. Qu'est-ce que c'est qu'un module PowerShell?
Alors, je vous enverrai après par mail la liste de ce que j'utilise ici. Donc, un module PowerShell, ça comprend des commandelet. Alors, vous avez vu qu'une commandelet, c'est une petite commande. Hein. Donc, franchement, get process, c'est une commandelet. Get add user pour avoir la liste des gens de l'Active Directory, c'est une commandelet. Hein, pour faire get printer, c'est une commandelet. Donc, chaque rôle dans Windows vient avec un module. C'est ce qu'on va voir. Et pour ajouter un module, on ajoute le rôle. Alors, on peut aussi se connecter sur le serveur où il y a le module. Alors, les choses changent. Par exemple, si vous avez besoin de vous connecter sur un serveur SQL ou un serveur SCCM ou un serveur, imaginons Oracle, ou un serveur où vous avez VMware, par exemple, pour la partie vCenter, hein, ou un serveur sur lequel vous avez installé Hyper-V. Donc, il est évident que si demain vous voulez faire du PowerShell pour Exchange, le module PowerShell est livré avec le produit. Par exemple, si SQL, vous avez un module pour SQL. Donc quand vous installez SQL, vous avez le module pour SQL. Vous avez la même chose pour SCCM, pour Oracle, pour VMware, VMware, ou pour Hyper-V ou pour Exchange. Okay, donc je vais vous parler un petit peu justement de tout ça. Alors on va retourner sur mon serveur. Et là, on va faire par exemple un get disk. Quand vous faites un get disk, il vous affiche l'état de vos disques. Ça veut dire les disques que vous avez actuellement sur cette machine. Donc là, c'est une machine virtuelle et mon disque ici, vous voyez, il y a un statut. Si je veux avoir plus d'informations sur mon disque, je peux faire un format list et là, il me donne plus d'informations sur le disque que j'ai. Le manufacteur, le modèle, la taille de mon disque. Bon, très bien. Si je fais un get volume, il me donne les informations sur mon volume. Donc là, on voit que j'ai plusieurs volumes avec mes drive letters. Mon file system, NTFS, REFS, etc. Tout. Bon. Si je fais un get ici SMB share, on a vu que ça nous donne la liste de tous nos shares. Donc, je pense que get volume, get disk, ça va appartenir à un module qui s'appelle storage. Alors, je vais vous montrer exactement comment ça se passe. Nous allons faire un get module list available. Pardon. Alors déjà c'est un tiret list available. Quand vous tapez cette commande get module list available, il va vous donner la liste de tous les modules. Un module, qu'est-ce que c'est? C'est un fichier hein, qui s'amène par PSD1, vous verrez, ou PM1, qui comprend une liste de fonctions. Là, actuellement, si je remonte tout en haut de la liste de mes modules, attendez, je vais remonter plus rapidement. Voilà, j'ai plusieurs modules. Alors, peut-être que ça vous dit rien. Il est clair que si vous connaissez pas AppLocker, ça sert à rien de commencer à lancer des commandes AppLocker. Si vous ne connaissez pas le protocole BITS pour tout ce qui est transfert intelligent, ça sert à rien de le faire. Si Defender vous connaissez pas, ça sert à rien de vous commencer à lancer sur des commandes de type Defender. Par contre, si je vous montre le module pour gérer vos cartes réseau, là, vous allez commencer à comprendre, puisque une carte réseau, bon, tout le monde connaît. Donc, par exemple, il y a un module manifeste avec la version qui s'appelle NetScale Net Adaptator, et voici une liste de commandes que vous pouvez avoir. Donc là, par exemple, je voudrais qu'il m'affiche toutes les commandes qu'il y a dans le module Net Adaptator. Donc, si je fais un get commande de mon module qui s'appelle Net Adaptator, ici, il va m'afficher que les commandes pour gérer mes cartes réseau. Et vous voyez que c'est un module. Et là, maintenant, j'ai toutes mes commandes du même module, ici, pour gérer mes cartes réseau. Par exemple, afficher ici la liste de mes cartes réseau, afficher l'adresse IP de mes cartes réseau, etc., etc. Donc, si je fais la même chose sur donne-moi toutes les commandes pour gérer tout ce qui est printer, et bien là, il va me donner toutes mes commandes pour gérer les impressions. Ici, ce module-là, Print Management, pourquoi est-ce que je l'ai, ce module-là?
pourquoi également est-ce que j'ai le module, on va dire, DNS client. Voilà. Est-ce que j'ai, par exemple, le module, mes commandes pour le DNS serveur? Là, par contre, vous avez remarqué que je n'ai pas l'information pour mes serveurs. Pourquoi? Parce que cette machine-là qui s'appelle web server, vous voyez que je vais vous montrer, get host, cette machine-là, il n'y a pas le module DNS. Je vois bien qu'il n'y a pas le module DNS. Parce que si je fais un get Windows Future et que je tape DNS, ici, on voit bien que le serveur DNS n'a pas été installé. Donc forcément, il n'y a pas le module. Par contre, si je retourne, bon là par contre, il faut que je redémarre mon domaine contrôleur. Bon, je verrai après dessus. Hein. Désolé, on verra ça après. Par contre, si j'installe le module DNS Server, automatiquement, enfin le rôle, il va me charger le module DNS. Si, donc je reviens là-dessus, ici, si je tape donne-moi toutes les commandes du module Remote Desktop, pareil, vous avez toutes ces commandes-là pour le Remote Desktop. Donc la liste de mes modules, vous vous en souvenez, donc si je fais un get module list available, hop là, j'ai oublié ça, un get module list available, vous avez compris que, eh bien, tous les modules que vous voyez actuellement à l'écran, hein, tous ces modules-là, ici, d'où ils viennent? Ben, ils viennent simplement du fait que sur votre machine Windows Server, vous voyez bien que vous avez un certain nombre de modules qui sont déjà installés, un certain nombre de fichiers qui sont déjà installés. Donc il y a quand même des choses pour gérer le stockage, pour gérer tout ce qui est web, WSUS. Donc à chaque fois que vous voulez ajouter ici par exemple un module, eh bien vous ajoutez le rôle. Si je prends l'exemple, je vais me connecter, alors je vais vous montrer quelque chose de très puissant, très intéressant avec PowerShell. Alors attendez, je vais juste brancher mon alimentation. Désolé pour ça. Alors je continue. Ici, je suis actuellement sur un serveur qui s'appelle Web Server. Ok pour tout le monde? Web Server, ça c'est le serveur sur lequel je suis actuellement. Alors je voudrais maintenant voir les modules qui sont disponibles sur mon contrôleur de domaine. Mon contrôleur de domaine, c'est celui qui héberge mon Active Directory, ça veut dire mon annuaire LDAP. Je vais vous montrer comment je me connecte à distance sur un serveur. Alors on va voir comment faire comme du PuTTY par exemple. Hein, PuTTY, SSH, c'est le port 22, c'est ça Laurent, le PuTTY, c'est bien ça? Hein, je pense que oui, hein, si j'ai de bonne mémoire. Donc si, merci. Donc si je veux me connecter à distance sur un serveur, je peux faire ce qu'on appelle de inter-PSSession. Inter-PSSession et je mets lun-dc1. Ce qui est vachement puissant, c'est que maintenant, je suis sur le serveur à distance. Alors, évidemment, les questions qu'on me pose tous, c'est quels sont les prérequis? Ben, il faut évidemment que j'ai un service qui s'appelle WinRM qui soit démarré, il faut que le firewall le permette, ça se fait pas comme ça. Évidemment, je peux empêcher les gens de se connecter à distance et faire la même chose que je vous montre. Il faut être admin, là je suis admin domaine, donc c'est un peu facile. Donc là, actuellement, je suis sur mon DC1. Donc là, maintenant, vu que c'est un contrôleur de domaine, si je tape get module list available, et bien là, cette fois-ci, vous allez voir qu'en tapant ça, il y a beaucoup plus de modules que sur mon serveur web server. D'ailleurs, il y a un des modules qui va intéresser tout le monde normalement dans ce webinar. Alors, je pense évidemment à Laurent Muller ou Lucas. C'est le module Active Directory. Est-ce que vous êtes tous à l'aise avec l'Active Directory? Vous pouvez juste me dire? À part peut-être Laurent Garini? Ouais, voilà, ils sont tous. Ok, oui, voilà. Donc je pense que l'Active Directory, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Donc là, je suis sur mon serveur, mon DC1, et il y a le module Active Directory. Par contre, si, évidemment, alors, je vais juste relancer un autre
PowerShell, une session. Donc on va relancer une autre commande PowerShell ici, enfin un autre module PowerShell. Hop. Alors, je vais juste fermer celui-là. Je sais pas pourquoi. Voilà. On va fermer ça. Donc si je lance, je vais relancer donc voilà, je vais relancer une commande PowerShell ici. Vous avez remarqué que si je fais get module list available, on est d'accord que sur mon serveur actuel, je n'ai pas le module, par exemple, Active Directory. Pourquoi? Parce que le serveur web server n'est pas un contrôleur de domaine. Il n'héberge pas l'annuaire, évidemment, LDAP. Hein. Donc si vous voyez bien, si je vais tout en haut, ici, voilà, si je remonte tout en haut, on est un peu plus vite que ça, voilà, vous voyez qu'il n'y a pas le module Active Directory, il n'est pas là. Par contre, ici, il y est. Pourquoi? Parce que je suis sur un serveur qui l'héberge. Donc ça veut dire qu'à partir de là, si je fais un get-add user, là c'est pour avoir mes noms dans l'AD. Et si je fais par exemple Bill, je ne sais pas s'il y a Bill, mais voilà, ben là il y a un utilisateur justement qui s'appelle Bill qui a été créé dans l'Active Directory. Oui, donc ça veut donc dire que je peux maintenant créer mes users. Par exemple, je pourrais faire new AD user et puis l'appeler Laurent, par exemple Laurent Muller. Hein. Alors évidemment, il n'y a pas de mot de passe, il n'est pas utilisable. Hein. C'est évident que là, vous voyez, en plus je vois que le compte est désactivé. Alors pour votre info, à partir de septembre, je vais proposer une formation en IRL, donc in real life, d'une journée uniquement sur PowerShell Active Directory, hein, si ça intéresse peut-être certaines personnes d'entre vous. Bon, ça, c'est après. Pareil ici, sur mon serveur ici, j'ai un module qui s'appelle DNS Server. Donc si je fais get DNS, vous voyez, cette fois-ci j'ai cliente, mais j'ai également serveur. Pourquoi? Parce que si je fais get DNS server, il va me donner des informations sur mon serveur DNS. Donc on comprend bien que les modules sont liés au rôle que vous avez installé. Ça, c'est important. Ici, j'ai par exemple un serveur SCCM. Alors qui peut me dire actuellement qui a SCCM dans sa boîte actuellement? Je ne sais pas si vous l'avez. SCCM, System Center Configuration Manager. Ouais, bon, Laurent, je crois pas que tu as SCCM. Hein. Si tu l'as? Non. Ouais, alors Laurent Muller, là tu l'as. Et puis, est-ce que tu connais un peu SCCM, Lucas? Non, ok. Alors, SCCM, c'est ce produit-là. Hein. C'est un produit de gestion des packages de Microsoft. Hein. C'est-à-dire qu'avec ça, tu vas pouvoir pousser des applications. Tu vas pouvoir pousser par exemple Chrome, Office, etc. Tu vas pouvoir créer des packages pour pousser ça sur tous vos ordinateurs. Vous allez pouvoir gérer tous vos ordinateurs, tous vos devices et à distance installer un soft, installer l'operating system. Eh bien, il faut savoir que, eh bien, j'ai un module PowerShell pour SCCM également. Vous voyez, donc si je fais connect via PowerShell, ben voilà, là il se connecte et puis il va me charger le module pour SCCM. Donc là, pareil, j'ai un workshop que je vais préparer, hein, qui va être justement, qu'est-ce que je voulais dire, qui va être PowerShell pour SCCM. Ah, donc Laurent Muller me dit qu'il va passer sur Windows 10 SCCM dans le futur. Ah ben super, hein, donc on pourra peut-être se voir en Suisse puis en parler. Hein. Bon. Alors, donc là, par exemple, j'ai toutes mes commandes pour, par exemple, faire un get-cm package. Et quand je fais ça, il va m'afficher tous les packages que je peux pousser sur tous mes ordinateurs. Ben voilà, là, c'est un module PowerShell pour SCCM ou PowerShell pour Hyper-V ou pour VMware ou pour SQL ou pour 2IS. Enfin,
Il existe des centaines de modules. Dès que vous avez le module, vous avez les commandes. Ok. Alors, on continue, puisque maintenant, justement, je vais vous montrer comment exécuter des commandes à distance sur d'autres ordinateurs. Pour votre info sur le lab Azure, hein, donc, pareil, je voudrais juste poser une question. Est-ce que vous avez Alors, pour ceux qui sont en Suisse, évidemment, vous savez qu'en 2019, comment dire? Oui, on va faire une petite pause, tu as raison. En Suisse, il va y avoir des data centers à Genève et Zurich. En tout cas, est-ce qu'il y en a qui utilisent Azure actuellement ou Amazon pour faire des labs ou pour vos machines virtuelles? Juste une dernière question, puis on fait une petite pause. Lucas, Laurent? Non, pas pour Laurent, non, pour personne. Ok. Ni Amazon. Bon, très bien. Ben là, ça m'a permis de créer des machines virtuelles en quelques secondes, etc. Ok, on se fait une petite pause de 10 minutes. Ok, on se retrouve à 10h40, 10h45. Et puis, merci à tous. Et puis, on voit la suite, justement. Et puis, on aura bientôt terminé. Donc, je vous dis à tout de suite. Merci en tout cas d'être venu. C'est super sympa. Ça me fait très plaisir. Ok, à tout de suite. Ciao, ciao. Ouais, avec plaisir, Laurent. À tout de suite. Enregistré, donc je vous donnerai le lien si vous voulez revoir le webinar. Donc maintenant, on va voir comment exécuter des commandes à distance et surtout qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir le faire, puisque lancer des commandes à distance, il faut qu'il y ait une autorisation par votre administrateur. En tout cas, il y a deux choses à faire. Donc sur l'ordinateur cible, ça veut dire pas là où vous êtes évidemment, hein, mais sur l'ordinateur cible, donc la target, là où les commandes vont être exécutées, il va falloir donc lancer une commande qu'en général on peut setter par GPO, donc par Group Policies, qui s'appelle Enable PS Rebooting. Chose importante, c'est que si vous voulez lancer des commandes sur un ordinateur qui n'est pas dans un domaine, qui est, je pense, vous êtes d'accord avec moi, relativement rare, mais vous pouvez très bien avoir un poste Windows 10 ou un serveur qui n'est pas dans un domaine, il faut pouvoir passer par ce qu'on appelle les Trusted Hosts. Hein, les Trusted Hosts, c'est un moyen de ne pas passer par le protocole Kerberos. Alors pour votre info, le protocole Kerberos, vous le connaissez, puisque c'est le protocole d'authentification par défaut d'un domaine contrôleur. Donc, si je veux lancer des commandes sur un poste qui n'est pas dans un domaine, ben, il va falloir que je trouve un moyen pour bypasser le protocole Kerberos. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute dans le Trusted Host ici, évidemment, l'adresse IP de la machine cible. Bon, sinon, je vais vous montrer les trois moyens pour se connecter à distance sur des ordinateurs. Donc ici, je reviens ici sur mon lab et je vais retourner sur ma machine qui s'appelle Web Server. Elle est là. Alors, je vais juste faire Exit ici. Alors, pour lancer des commandes à distance sur un ordinateur, on a d'abord le mode PuTTY. Un peu comme dans PuTTY, c'est-à-dire que je vais faire Enter PS Session et par exemple, je lui mets Computer Name et je lui mets le nom du serveur. Donc là, actuellement, vous êtes en mode one-to-one. Ça veut dire que je suis actuellement connecté sur un ordinateur. Je ne peux pas me connecter sur plusieurs ordinateurs à la fois. Il faut que j'utilise une autre commande que je vais vous montrer juste après. Donc là, actuellement, je suis connecté sur un ordinateur qui s'appelle LUNDC1. Et donc maintenant, si je tape hostname, par exemple, eh évidemment, il me met le nom de l'ordinateur sur lequel je suis connecté. Si je tape ipconfig, pareil. Si je tape get net adaptateur, il va me donner la liste des cartes réseau qui sont actuellement up à distance sur le DC1. Donc j'ai ma carte réseau, le nom, hein, la marque, le modèle, l'index qui est typiquement une nouveauté sur PowerShell qui permet d'aller choisir une carte réseau parmi plusieurs si vous voulez par exemple la mettre en up ou down, up, et la MAC adresse. Je peux à distance, vous vous souvenez,
avoir la liste de mes shares, get SMB share par exemple, SMB share, là, il va m'afficher la liste des partages que j'ai actuellement à distance sur l'ordinateur LUN DC1. Donc, si je veux revenir maintenant sur mon ordinateur, je tape Exit, et là, je suis à nouveau sur mon ordinateur, c'est-à-dire le web server sur le serveur web server. Donc, Enter PSession, c'est du one-to-one. Maintenant, j'ai la possibilité de lancer des commandes à distance, mais sur plusieurs ordinateurs à la fois. Donc, si, on va juste voir si mon autre serveur répond, LUN CFG, voilà, ok. Donc, je voudrais maintenant lancer une commande sur deux ordinateurs en même temps. Exemple, je voudrais avoir la liste de mes services qui sont démarrés. Je vais cette fois-ci faire invoke command. Quand vous faites invoke command, vous pouvez lancer plusieurs, la même commande ou plusieurs commandes sur plusieurs ordinateurs. Donc, par exemple, là, je vais mettre computer name et je vais mettre DC1 et je vais mettre également LUN CFG. Quand vous faites ça, vous voyez que j'ai deux computers. J'ai mon domaine contrôleur et mon serveur SCCM. Si je veux maintenant lancer une commande, donc j'ai la liste de mes services qui sont démarrés, je vais ajouter script block et à l'intérieur de ça, entre deux accolades, je vais mettre la commande que je vais exécuter. Donc vous vous souvenez, la commande c'était quoi? C'était donne-moi la liste de mes services qui sont running, donc qui sont startés. Dans ce cas-là, à l'intérieur de ces accolades, je vais lancer la commande qui va être get service pipe where, parce que le where, je peux mettre un point d'interrogation comme ça, ou where si vous préférez, et je vais mettre statut equal running. Voilà. Quand je fais ça, il va se connecter sur mes deux ordinateurs et en même temps, il m'a mis sur l'UNCFG, ici, vous avez vu, il m'a mis donc la liste de mes services qui sont running et au-dessus, il m'a mis la même chose pour le DC1. Donc ça veut dire qu'avec invoke command, vous pouvez lancer une commande sur plusieurs ordinateurs à la fois. L'avantage de invoke command, c'est que c'est une des seules commandes, si je fais -espace, où vous pouvez même lui mettre le credential. Le credential, ça veut dire que vous êtes peut-être sur un ordinateur Windows 10 ou Windows 7 et vous voulez lancer une commande pour avoir la liste, par exemple, de vos boîtes aux lettres Exchange ou avoir la liste de vos users dans l'Active Directory. Mais peut-être que vous n'êtes pas connecté avec le bon compte. Dans ce cas-là, si je fais credential, je peux lui dire, bah tiens, lance-moi la commande, vous voyez, en tant qu'administrateur, sur le computer name, par exemple, LUNDC1. Voilà. Et quand je fais ça, il va me demander le mot de passe, qui va évidemment crypter, puisque le mot de passe, ici, ah oui, alors j'ai oublié évidemment de lui mettre la commande à exécuter. C'est un peu bête, mais si je tape get process, voilà, voilà. Et donc là, je tape ici mon mot de passe et il va aller récupérer donc la liste des process. Donc ce qui est bien avec la commande invoke command, c'est que vous pouvez voilà, ajouter le credential. Vous pouvez également, avec invoke command, si vraiment vous voulez avoir de la sécurité importante, même utiliser use SSL. Ça veut dire que là, il vous faut un certificat, évidemment, serveur sur la machine sur laquelle vous avez lancé une commande et sur la machine sur laquelle vous êtes actuellement, il vous faut juste le CA root, donc le certificat root. Donc invoke command, c'est donc, comme je vous ai dit, une possibilité que vous avez pour lancer des commandes sur deux ordinateurs à la fois, alors que Inter-PSession, vous pouvez le faire que sur un ordinateur à distance. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc lancer des commandes à distance sur des ordinateurs n'est possible que si vous avez évidemment les prérequis. Si je vais sur mon LUN CFG, ici,
ici, donc si je veux lancer une commande à partir de mon web server sur ce serveur-là, qui s'appelle, pour votre info, LearnCFG, il faut que sur ce serveur-là, c'est-à-dire le LearnCFG, on appelle ça la cible, donc la target, il faut que sur cet ordinateur-là, j'ai activé en mettant Enable PS Rebooting, et quand vous faites Enable PS Rebooting, quand vous lancez la commande, ben évidemment, il va faire en sorte de autoriser l'exécution de commandes sur cet ordinateur. N'oubliez pas que le Enable PS Rebooting n'est possible que si vous avez le droit de le faire. En général, vous n'aurez pas le droit de le faire puisque votre administrateur va sûrement vous l'empêcher. Sinon, c'est un problème dans la sécurité. Donc, lancer des commandes à distance, vous allez voir, vous avez vu, c'est très simple. Si je veux, par exemple, installer un rôle, vous allez voir, ça c'est très très puissant. C'est ce qu'on utilise beaucoup. Donc, je voudrais, alors, par exemple, on va faire un get Windows Feature, et j'ai besoin de pouvoir installer, on va dire, j'ai besoin d'installer par exemple le XPS Viewer. Vous voyez. Donc si j'ai besoin d'installer cette fonctionnalité-là sur deux ordinateurs à la fois, eh bien il suffit que je reprenne ma commande ici, invoke commande. On va reprendre celle-ci. On va reprendre celle que j'ai mis tout à l'heure. Voilà. Donc là, par exemple, sur les deux ordinateurs à distance, je peux en une seule fois installer une fonctionnalité ou un rôle. Donc ici, j'ai juste besoin de dire, ben voilà, je voudrais faire un install Windows Future et je voudrais à distance installer le XPS Viewer. Donc je fais CTRL-C, je mets là et en faisant ça ici, il va installer automatiquement sur mes deux serveurs cette fonctionnalité-là. Et je vais pouvoir le faire sur 10 serveurs si je veux, ou 20 serveurs, il n'y a pas de souci. Donc je peux comme ça installer sur 5 serveurs le rôle de ZS pour héberger les sites web, je peux installer le rôle print server, je peux installer tout ce que je veux en une seule ligne de commande. Donc ça, c'est quelque chose de très pratique. Ok, donc là on a vu comment lancer des commandes à distance sur des ordinateurs. On va passer maintenant à la suite, puisque on va arriver à un des sujets de ce webinaire qui intéresse beaucoup de personnes, c'est comment créer de petits scripts pour pouvoir lancer une commande dans un fichier, un peu comme un fichier batch, sauf que ce sera un fichier dont l'extension sera PS1, comme PowerShell. Et là, je vais vous montrer justement comment créer un petit script tout simple en utilisant des variables. Est-ce que vous êtes tous à l'aise avec la notion de variable? La notion de variable, est-ce qu'elle est parlante pour vous? Ok, Lucas, oui. Muller, Laurent, oui. Bon, Laurent Aguerini, je te pose pas la question, mais je pense que tu dois savoir. Donc la notion de variable. Donc on va le voir maintenant. Alors, votre premier script. Donc, le jour J est arrivé. Vous avez marre de répéter les mêmes choses, de refaire les mêmes choses. Vous voulez, en fait, compte, lancer un petit script qui va, par exemple, rechercher des informations, qui va rechercher l'état de service, qui va installer, qui va créer un utilisateur dans la catégorie, qui va installer une imprimante. Enfin, donc vous voulez évidemment lancer un script, donc faire un script. Alors, les cas pratiques que je vous ai montrés, par exemple, vous voulez chaque jour recevoir l'état de vos serveurs. Vous voulez voir si vos serveurs ping, s'il n'y a pas de problème, d'espace disque, etc. Alors, évidemment, je ne dis pas de refaire un produit de monitoring. Les produits de monitoring, il y a Nagios, il y a SCOM, il y a tellement de produits de monitoring, mais ça peut être sympa de faire un petit script qui fasse ça. Ou vous voulez créer un script pour le service technique pour resetter les passwords. Ça veut dire que dans l'Active, vous avez quelqu'un qui travaille dans le service opérationnel, où vous avez des techniciens qui connaissent rien en PowerShell, vous pouvez leur faire un petit script
Et quand un utilisateur a un souci de mot de passe, ils n'ont plus qu'à lancer votre script. Ça va demander le nom de l'utilisateur, et puis vous allez taper le nouveau mot de passe. Alors c'est un mot de passe par défaut, puisque l'utilisateur devra le changer après. Vous voulez créer des machines virtuelles rapidement. Voilà, ça c'est intéressant. Vous avez besoin de tester un produit. Hein, vous voulez faire un POC, un proof of concept, ben, il vous faut bien une machine virtuelle. Ben, vous pouvez faire un petit script pour pouvoir créer une machine virtuelle. Vous voulez automatiser l'arrivée d'un nouvel employé. Vous avez une nouvelle personne qui arrive dans la boîte. Ben, vous voulez quoi? Lui créer son compte dans l'AD. Vous voulez lui donner les permissions NTFS. Vous voulez lui créer une boîte aux lettres. Vous voulez l'activer pour Skype for Business. Petite info, vous avez Skype for Business chez vous ou pas? Je ne me souviens pas trop. Skype for Business, l'ancien produit Link 2013. Non, pour Lucas, d'accord. Non, ok, très bien. Donc, qu'est-ce que vous avez comme produit qui vous permet de... Vous avez quoi comme produit de téléphonie en interne? Vous êtes sur Jabber, sur Cisco, ou vous avez pas ça en place? Un produit qui permet de chatter entre vous, d'avoir des informations? Ok, Cisco Jabber. Ouais, bon, ça c'est très bien, merci Laurent. Très bien. Vous voulez gérer des imprimantes? Voilà. Donc, l'étude d'une commande. Alors, exemple, vous voulez faire un petit script qui permette à une personne de lancer un script et donc vous voulez donner un petit fichier, un petit script, et la personne aura juste à choisir le type du log, hein, donc du log viewer, de l'event viewer, et l'ID. Dans ce cas-là, on va créer deux variables. On va créer une variable pour l'event ID et une variable pour le type de log. Alors ça peut être pour n'importe quel type d'exemple. Hein, donc, une fois que vous aurez fait ça, eh bien, on va créer une fonction. Alors une fonction, là on a l'exemple d'une fonction, où là par exemple ça s'appelle get fluclog comme fluctuation log. Alors ça va être une commandelet, donc quand vous commencez à créer une fonction, vous allez créer une nouvelle commande, et puis vous allez devoir mettre param, et dans paramètres, j'aurai deux applications. Alors avant de vous montrer comment créer cette petite fonction simple, je vais juste vous montrer déjà comment on passe d'une commande statique à une commande dynamique. Donc ici, je vais lancer l'ISE. L'ISE, c'est l'interface graphique de PowerShell. Donc j'ai tapé ISE ici. Et on va se mettre en mode script et je vais vous augmenter un peu ça pour que ce soit plus visible pour tout le monde. Très bien. Donc vous vous en souvenez que là, on a une commande de type. Donc là, on va mettre mon super premier script ici. Et on va dire c'est get event log. Voilà. Là, ici, j'ai le log name. Donc, par exemple, on va mettre application. Et puis, on va mettre where event ID equal. Et puis là, on va prendre dans l'event viewer, on va prendre dans l'application, par exemple, on va mettre par exemple le 903. Voilà. C'était où? Non, c'était pas celui-là, c'était l'autre. Voilà, et on va mettre par exemple 903. Bon, cette commande-là, vous la comprenez, hein, si je la lance. Alors pour la lancer ici, vous mettez n'importe où sur la ligne et vous faites run selection. Parce que si vous faites run script, ça va exécuter toutes les lignes une par une. Là, effectivement, c'est pas le but pour l'instant. Donc si je lance cette commande-là, je fais ça, ici, run selection, on voit que ça fonctionne. Alors maintenant, je voudrais donner ce script à quelqu'un. D'accord? Donc là, la première chose intéressante, c'est que si je sauvegarde ce script, donc un script PowerShell, ça finit toujours par PS1. Donc PS1. Donc si je crée ici sur mon... on va créer un répertoire que je vais appeler script. Voilà. Et ici, je vais l'appeler... on va l'appeler script 1.
Et on va l'appeler logs. OK, save. Là, automatiquement, maintenant, vous avez remarqué une chose, c'est que, enfin, je vais vous le montrer, c'est que maintenant, si je vais sur mon disque C, ici, je vais dans script, j'ai bien mon script, ici, script log. On ne peut pas double-cliquer sur un fichier PS1. Si on veut l'exécuter, il faut toujours taper PowerShell, le nom du script. En tout cas, si je veux essayer de l'exécuter, ce script-là, on va aller ici, dans cette fenêtre-là, et je vais aller dans mon répertoire script, et là, si je lance mon script log, voilà, j'ai lancé mon script. Donc vous avez remarqué que j'ai juste fait ça, et j'ai lancé mon script. Donc point, backslash. Le problème de mon script, c'est que, pourquoi il n'est pas intéressant? Parce que il est statique. Donc maintenant, on va utiliser des variables. Donc la première variable qu'on va utiliser, c'est le nom de l'event log. Donc on va mettre log name et on va cette fois-ci mettre application. Voilà. Donc je peux l'initialiser comme ça, ou j'aurais pu mettre avant string ou integer ou tableau. Hein. Et puis maintenant j'ai l'id. Donc l'id, et là on va mettre 903. Si je sauvegarde, donc si maintenant je change et je mets plus application, mais je mets logname, et là j'enlève 903 et je mets id, voilà, et que j'exécute ces deux lignes-là pour initialiser mes deux variables, et que j'exécute maintenant cette commande-là, ça fonctionne toujours. Ok. Le problème de mon script, c'est que je ne peux pas demander à un technicien d'aller lui-même changer ces valeurs-là. Dans ce cas-là, je vais demander à l'utilisateur de taper la valeur qu'il veut. Donc je tape read host ici et je mets merci de taper le nom du log. Et ici, je vais faire pareil, read host. Et là, je mets merci de taper l'ID. Voilà. Hop là, l'ID, c'est bien. Donc là, maintenant, je vais sauvegarder mon script. Et si je retourne ici et que je relance ça, là, ça devient intéressant. Pourquoi? Alors, c'est le début, hein, parce qu'après, on peut créer des paramètres. Hein. C'est que maintenant, j'ai juste à taper application. Et puis, on avait dit quoi comme numéro? Par exemple, 903. 903. C'était là, je crois. Voilà, 903. Donc là, c'est intéressant parce que du coup, maintenant, je peux filer mon script à quelqu'un et il n'a plus qu'à l'exécuter. Donc, c'est déjà un premier niveau. L'avantage en plus, c'est que si je fais tiret, ici, alors là, vous avez remarqué un truc, c'est que si je fais tiret, il ne me propose pas les paramètres. Ce que j'aurais aimé, c'est faire un système genre log, que là, je tape le nom de l'application, et ID, et que là, je tape le nom de l'ID. Là, ça aurait été encore plus intéressant, parce que je tape directement les valeurs après mes paramètres. Dans ce cas-là, il faut que je passe par vous allez voir, une fonction. Alors, quand on crée une fonction, on commence toujours là-haut par le mot fonction. Pour vous aider à créer une fonction, vous avez dans PowerShell ce qu'on appelle les snippets. Les snippets, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est pas un truc pour nettoyer la cuisine ou je sais pas quoi. Hein. C'est pas ça. Les snippets, c'est par exemple la possibilité de vous donner déjà un squelette par rapport à une fonction. Par exemple, je voudrais faire une fonction ici. Quand je fais ça, il vous pré-crée déjà le paramètre de la fonction. Donc, vous voyez ici, j'ai tout ce qu'il faut avec la fonction, etc. Donc ça veut dire que je peux commencer à lire la synopsis, la description, les exemples. Donc ça sera utilisé avec l'aide de PowerShell. Hein. L'aide de PowerShell, pour votre info, c'est getHelp. Hein. Ensuite, ici, le nom de la fonction. Command line binding, c'est pour m'afficher tous les paramètres de chaque fonction, commune à chaque fonction. Exemple, vous voyez, quand vous faites un get printer, par exemple,
Quand vous faites un tiret ici, vous avez verbose, debug, error action, vous avez warning action, et bien tous ces paramètres-là sont ajoutés grâce à la command line binding. Donc ça veut dire que là, par exemple, je voudrais faire une fonction qui s'appelle, on avait dit get fluctuation, on avait dit get fluctuation log. Alors elle est assez longue ma fonction, ça peut être beaucoup plus simple, hein. Ici je vais enlever les commentaires parce que pour l'instant je n'ai pas besoin. Donc j'enlève mes commentaires. Ça je vais enlever tout ça parce que pour l'instant j'en parle pas. Hop là. Voilà, command line binding. Et là, c'est mes paramètres. Donc ici, vous avez param. Alors je vais ouvrir ça, ouverture, fermeture. Et à l'intérieur de ça, je vais mettre mes paramètres. Donc vous vous souvenez que mes deux paramètres, c'est cela. Donc je vais mettre. Alors on va enlever ça. Donc ça va être plus facile pour faire un copier-coller. Voilà. Bon là on va un peu loin, hein, mais c'est vraiment juste pour vous montrer qu'on peut faire des trucs très intéressants. Donc je vais là-dedans. J'enlève évidemment read host. Je mets virgule et j'enlève read host ici. Très bien. Donc maintenant, j'ai deux paramètres. Ensuite, j'ai ma fonction. Alors ça, le begin with, je vais l'enlever. Ça, c'est des choses qu'on voit dans le workshop avancé. Et à l'intérieur de ça, donc là, j'ai bien, voilà, donc ici, donc là, je mets ici fin de la fonction, fin de la fonction. Voilà, ici. Et là, ici, j'ai log name et ID. Et là, je peux même lui mettre au début que c'est du string. Vous voyez? Et faire comme ça. Pareil. Bon, là, je ne vais pas trop m'embêter pour ça pour l'instant, puisque je vais mettre log name ici et lui. Alors là, je peux mettre ici égal, par exemple, application, hein, si je veux initialiser ma variable. Hein. Voilà. Et ID, je peux mettre égal, j'avais dit lequel? J'avais dit le 903. Donc 903. Donc, le fait de initialiser cette variable-là avec du texte, ça sera du string. Et là, vu qu'il n'y a pas de guillemets, ça sera de l'entier, integer. Alors maintenant, vous allez voir l'intérêt de ma fonction. Ici, je vais lui mettre maintenant, à l'intérieur ici, eh bien, je vais lui mettre ma commande. Je fais ça, et je la mets là. Donc là, c'est vraiment ma commande. Donc je répète, vous avez la fonction. Command line binding va rajouter tous les paramètres de type debug, verbose, etc. Tout. Là, j'ai mes deux paramètres. Et là, j'ai ben voilà, ce que fait ma fonction. Alors là où ça devient superbe, c'est que, eh bien, je vais prendre ma fonction ici. Donc, je vais prendre ma fonction là, fin de la fonction, et je vais l'exécuter. Évidemment, quand je fais ça, il va rien me faire, puisque c'est une fonction. Sauf que maintenant, ce qui est très puissant, c'est que si je fais get fluctuation log, regardez bien comme c'est top, si je fais get-fluctuation log, waouh, ça c'est beau, ça c'est magnifique, parce que maintenant il m'a mis mon log name, j'ai plus qu'à mettre par exemple application, mettre maintenant mon ID et mettre 903. Et là, vous voyez, ça fonctionne. Et je peux vous dire que ça c'est vraiment ce qu'on fait d'habitude, c'est que imaginons que demain Laurent Muller me dise bah tiens moi je veux créer une fonction qui s'appelle nouvel employé et cette fonction permet de créer un compte dans l'AD, le mettre dans des groupes, créer un compte exchange, etc., etc. Il suffit de faire une fonction qui s'appelle new, je sais pas moi, utilisateur par exemple, hein, ou le nom de ton organisme. Et puis bah, tu vas pouvoir créer tes fonctions et les mettre dans des modules. L'avantage que vous avez en plus, ce qui est pratique, c'est que il vous a même créé l'aide. C'est-à-dire si je fais get help, get fluctuation log, il m'a même
Donc, il me demandait sur Internet, je ne vais pas y aller. Mais il m'a même créé automatiquement l'aide de ma fonction. Ça veut dire qu'il est en train de me créer la syntaxe sans que j'ai eu à aucun moment besoin de, de coder ou de rajouter, voilà, de faire du dev en fait compte. Donc ça, c'est typiquement comment on passe d'un petit script ou que je peux donner à quelqu'un, ça peut suffire largement, hein, à vraiment une fonction complète en partant sur la partie get fonction avec le command line binding et les paramètres. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très puissant puisque ça nous permet de transformer et de créer une fonction en quelques minutes. Cette fonction-là, ensuite, je peux créer un module PowerShell, si je veux, et ce module PowerShell va me permettre ensuite de mettre cette fonction dans un module PowerShell, et effectivement, dans ce module PowerShell, je vais pouvoir le donner à n'importe qui. Donc, par exemple, je peux moi-même, de là où je suis, à Malte, vous créer un module. Imaginons que demain, Lucas dit, écoute, est-ce que tu peux m'aider à créer mon premier, mais voilà, j'ai besoin d'automatiser certaines choses. Eh bien, je vais pouvoir, moi, d'ici de Malte, créer un module, te l'envoyer par FTP ou par mail, et toi, tu n'auras plus qu'à importer le module, et dans le module, tu auras la fonction getFluctuationLog, ou tu en auras peut-être 10 fonctions que j'aurais créées voilà, pour t'aider dans ton PowerShell. Est-ce que vous avez un peu compris cette partie un peu avancée ou vous êtes en train de faire de la nage du crawl? Vous avez compris un petit peu le principe? Ça va? Ouais, je comprends. Ah non, c'est vraiment intéressant de pouvoir faire ce genre de choses, hein. Donc, alors là, il nous reste un petit quart d'heure. Je vois que il y a une personne qui vient d'arriver, c'est Achille. Achille, ça va? Tu viens juste d'arriver à la fin du webinar, mais pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'assister à ce webinar, je vais le mettre sur mon site. Je vous enverrai un lien où sera enregistré le webinar si vous voulez le revoir tranquillement par la suite. Donc, j'espère que ça vous a plu, ça vous a donné l'envie d'utiliser PowerShell. N'oubliez pas que PowerShell est aujourd'hui incontournable, qu'aujourd'hui, quand on veut gérer les comptes dans l'AD, le DNS, quand on veut installer des produits, quand on veut gérer la plateforme SSM, Exchange, SQL, vous avez du PowerShell derrière pour automatiser absolument tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites à partir de l'interface graphique, vous pouvez le faire entièrement en PowerShell. Et pour vous aider d'ailleurs, quand vous commencez à faire du PowerShell, sur Windows 2016 et dans 2012 R2 d'ailleurs, vous avez. Alors par contre, ici sur le DC, je ne l'ai pas ici. Alors attendez, je vais démarrer mon. Ah non, c'est bon. Voilà. Juste pour votre information, pour ceux qui démarrent PowerShell et qui veulent avoir un moyen un petit peu assisté à faire du PowerShell, en tout cas, c'est sur les contrôleurs de domaine. Sur les contrôleurs de domaine, vous avez l'Active Directory Admin Center. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà utilisé cette console-là? Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé cette console qui s'appelle l'ADAC. Non? Ok. Donc pas Laurent Muller, non? Très bien. Cette console-là, c'est la nouvelle console d'administration de tout ce qui est Aketory. Et ce qui est génial dans cette console-là, c'est ça, c'est que par exemple, vous êtes ici, vous voulez créer un compte. Donc on va aller ici dans une OU, on va aller par exemple dans l'OU IT, voilà, et là je voudrais créer un compte. Donc hop là, on va plutôt aller à droite. Ici, alors attendez, on va se mettre ici sur IT. Voilà, IT, et là je voudrais créer un compte, voilà, donc new, et je voudrais créer un compte, un utilisateur. Ce qui est pas mal avec ça, c'est que, je sais pas, imaginons qu'on tape ici Eric, on va l'appeler Eric underscore 2018 pour pas qu'il soit pris, et puis là on va lui mettre un password, voilà, là aussi,
Eh bien, dès que vous faites OK ici, vous avez la commande PowerShell qui est automatiquement créée. Ça veut dire que si vraiment vous n'êtes pas très à l'aise avec PowerShell, vous pouvez toujours utiliser cette console-là. Et cette console-là vous permet de pouvoir créer des comptes dans l'AD. Alors, c'est vraiment une console pour l'Active Directory. Hein. N'attendez pas une console pour créer des imprimantes, pour créer des comptes Exchange, par exemple. Et là, il n'y a plus qu'à prendre, par exemple, cette commande-là, de faire un copy ici. Et après, il n'y aura plus qu'à aller faire un copy. Et puis, vous pouvez ouvrir après un PowerShell ici. Et puis, vous avez juste à faire un coller ici, reprendre la commande ici et changer ce que vous voulez. Donc ça, c'est quand même un truc qui est assez sympa quand vous commencez à faire du PowerShell, c'est d'utiliser cette console. Petite information pour tout le monde, mais ça, il y aura un webinaire rien que pour ça. Ça, c'est quelque chose de très importante. C'est que il faut savoir que enfin, donc là vous êtes tous très heureux, c'est que enfin, depuis quand Windows 2019 va arriver, donc Windows 2019 est déjà en preview, eh bien maintenant on va pouvoir administrer les serveurs grâce à ce qu'on appelle au projet Honolulu. Le projet Honolulu, c'est une nouvelle interface full web. Donc c'est une interface en fait compte euh, que je vais vous montrer, 100% web, qui va vous permettre de pouvoir administrer tous vos serveurs à partir d'une simple console HTML5. Ça, c'est tout nouveau. Hop là, excusez-moi. Voilà, c'est tout nouveau. Et à partir de cette console-là, vous allez télécharger le produit Honolulu, le mettre sur un serveur, et vous allez pouvoir même faire du PowerShell en HTML5. Vous allez pouvoir tout administrer vos serveurs entièrement à travers une interface web. Donc ça, vous voyez que Microsoft a enfin compris que c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir une interface web que d'avoir des produits en dur pour gérer en fait compte toute votre Active Directory hein, ou vos serveurs. Hein. Donc là, c'est disponible dans l'interface, enfin dans la build de Windows 2016, build 17.09, parce qu'il faut savoir que si vous avez l'idée d'installer demain Windows 2016 avec la build 17.09, est-ce que vous saviez que dans la 17.09, Microsoft a abandonné complètement l'interface graphique? Ça veut dire que le mode core, c'était la seule façon d'administrer un serveur. Depuis Windows 2019, comme les gens n'ont pas été contents, ils ont rajouté l'interface graphique et l'interface core. Mais en tout cas, pour tous ceux qui sont actuellement sur ce webinar, dans Windows 2019, le projet Honolulu, hein, qu'on appelle réellement, hein, quand je tape download Honolulu Project, Honolulu, ici Microsoft, voilà, on appelle ça maintenant l'Admin Center. Donc l'Admin Center, c'est une interface web, 100% web, HTML5, qui va vous permettre de pouvoir administrer tous vos serveurs. Ok, voilà, on a fait le tour. J'espère que ça vous a plu d'avoir une petite idée comme ça comment dire, de PowerShell un peu rapidement. Juste pour votre info, je vais avoir d'autres webinars qui vont arriver. Donc je suis en train de les créer, donc sur les nouveautés 2016, sur 2019, sur Office 365, sur Azure, sur Skype for Business, sur la sécurité. Donc ça, je vous enverrai les liens. Et puis n'hésitez pas si vous avez besoin après, peut-être plus au niveau de Laurent Muller et puis peut-être de Lucas. En interne, si vous avez besoin de training, enfin de workshop. Par exemple, sur Windows 2016, une formation traditionnelle, c'est 5 jours. Ben, avec du workshop, ça, on passe à 2 jours. Donc, c'est quand même beaucoup plus intéressant au niveau coût puis au niveau de la contenu. Et puis, ça sera le même principe, c'est-à-dire à travers GoToTraining. Cette fois-ci, ben, on aura des micros, des webcams, donc ce serait quand même beaucoup plus sympa. Bon, ça vous a plu, j'espère tous. Et ben, franchement, super sympa d'être venu. Merci à tous. Et puis, je vous souhaite une super fin de journée. Et puis, à très très bientôt pour de nouveaux webinars. Hein. Ça m'a fait super plaisir de vous avoir tous. Hein. Merci. Hein. Ok, Lucas. Merci, Laurent. Merci, merci. Ok.
Super, merci Laurent, c'est très gentil. Je t'enverrai un lien. Ciao, ciao tout le monde. Merci, au revoir.